Donc, je vais vous faire une rapide introduction très générale, donc, parce que moi je m'intéresse au lien entre immunité et psychiatrie, tout le champ de l'immunopsychiatrie, mais on ne sait pas trop ce que ça regroupe ça, parce que ça fait 20 ans qu'on tourne autour de ça et qu'il n'en ressort pas non plus des choses exceptionnelles. En fait, les désordres immunitaires et notamment l'activation de l'immunité innée, donc l'inflammation, c'est relié à peu près tous les troubles psychiatriques qui existent. Donc, on parle d'une inflammation de bas grade qui donc se voit par l'augmentation d'un certain nombre de cytokines, de médiateurs pro-inflammatoires. Alors, à la fois au niveau sanguin, et puis parfois, on va chercher un petit peu plus loin, on va voir dans le liquide céphalo-spinal, on voit aussi des médiateurs inflammatoires à ce niveau-là. C'est un peu différent de l'auto-immunité, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des liens entre inflammation et auto-immunité, mais l'immunité innée, donc ça va être cette activation de toute la lignée, grosso modo, des macrophages, qui vont donc sécréter beaucoup de ces molécules pro-inflammatoires. Ensuite, ça va pouvoir activer éventuellement des lymphocytes qui vont produire des anticorps, parfois des auto-anticorps, etc. Mais ce n'est pas exactement la même chose. On est sur deux mécanismes immunitaires un petit peu différents et c'est vrai que l'inflammation a pris beaucoup de place ces derniers temps, alors probablement parce que ça avait été un peu oublié, c'est-à-dire qu'auparavant, on s'est quand même intéressé à l'auto-immunité, aux auto-anticorps, alors plus du côté médecine interne, et puis parfois ça avait des liens avec la psychiatrie, et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on avait quand même oublié toute l'immunité innée, qui est en fait le premier rempart par rapport à tous les pathogènes auxquels on est exposé, et qui sont les premières cellules qui sont activées. Donc, en fait, ça a une implication. Et alors, maintenant, il y a pas mal de données. Il y a même des méta-analyses. Ça, c'est des résultats de méta-analyses que je vous présente. Là, vous avez toute une liste de ces médiateurs inflammatoires, alors qui peuvent être pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Le monde des cytokines, c'est absolument horrible. Voilà, c'est extrêmement complexe. Et en fait, on peut, chez les patients, doser toutes ces molécules-là. Alors ça, c'est des données sanguines, à la fois en phase aiguë, quand les patients sont décompensés, et puis quand ils sont stabilisés. Et donc, en phase aiguë, si on prend par exemple une des plus connues, qui est l'IL-6, qui est ici, on voit que l'IL-6 est augmenté dans tout type de pathologie, que ce soit les épisodes dépressifs, que ce soit la schizophrénie, ça c'est le premier épisode psychotique, décompensation aiguë d'une schizophrénie, ou manie. Donc en fait, c'est pas très discriminant. Voilà, l'inflammation, c'est activé dans toutes nos pathologies. Et si on prend en dehors des phases aiguës, là je parle vraiment de l'âge adulte, en dehors des phases aiguës, si on reprend l'IL-6, c'est à nouveau augmenté à l'état de base chez des patients avec un trouble dépressif ou chez des patients avec une schizophrénie. Donc on sent que voilà, c'est quelque chose qui est activé, au moins chez une partie des patients, mais quelles conséquences ça a et voilà, quels sont les liens avec vraiment nos différents troubles psychiatriques, ça, on ne l'a pas encore. En fait, donc, si on regarde, c'est ce que je vous disais un petit peu, la physiopathologie, on ne la comprend pas, on sait que parce que alors, la plupart des liens sont sanguins. Je vais vous détailler après les liens qu'il peut y avoir entre sanguin et central. Et au niveau central, nous, ce qui va nous intéresser, s'il y a un dysfonctionnement dans nos pathologies, ça va être s'il y a une vraie neuroinflammation, donc au niveau du tissu cérébral. Au niveau du tissu cérébral, les cellules de l'immunité, ce sont les cellules microgliales, qui sont ces cellules-là qui sont mises en évidence en vert. Et en fait, on a beaucoup oublié aussi au niveau du cerveau qu'on n'a pas juste des réseaux de neurones dans un tissu cérébral, on a plein d'autres choses. Et alors déjà, on a toutes les cellules gliales qui ne sont pas des cellules immunitaires, mais qui vont permettre que les réseaux de neurones fonctionnent. Notamment les astrocytes, il y a la moitié du cerveau qui est occupé par des astrocytes et non pas par des neurones dans le cerveau. Et les astrocytes sont eux-mêmes organisés en réseau. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et on a aussi tout ce maillage par les cellules microgliales, des cellules étoilées avec des prolongements et qui vont se connecter un petit peu partout. Ces cellules, elles sont là pour sentir s'il y a une agression au niveau du tissu cérébral. Et lorsqu'elles vont soit avoir un signal pro-inflammatoire, soit rencontrer vraiment un virus, parce que ça arrive. Récemment, on a eu l'exemple du Covid, quand même, qui passe au niveau cérébral. Et
ces cellules vont s'activer et vont se mettre à sécréter plein de cytokines parce qu'elles sont de la lignée des macrophages et donc elles se comportent, elles ont des particularités, mais elles vont se comporter globalement comme un macrophage. Les questions, donc voilà, si on se centre sur ce système immunitaire inné, donc au niveau du cerveau, donc on a la microglie, comme je vous dis, il y a beaucoup de dialogue avec les astrocytes, et puis donc au niveau périphérique, on va avoir les macrophages et puis un certain nombre d'autres cellules. On ne sait pas très bien, enfin, les liens avec l'immunité plus acquise, donc avec l'activation des lymphocytes, elle est compliquée. Il y a des participations des lymphocytes T dans toute cette neuroinflammation, mais c'est pas, les liens ne sont pas simples, et donc c'est pas très très clair voilà, ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a aussi un grand champ qui est est-ce que la barrière hémato-encéphalique est perturbée ou pas dans l'inflammation ou la neuroinflammation. Ça, pareil, c'est pas forcément très clair. La barrière hémato-encéphalique, elle n'est pas partout dans le cerveau. Il faut savoir quand même qu'il y a quelques zones où il n'y a pas de barrière, qui sont des zones justement qui permettent de sentir au niveau du cerveau, de recevoir un certain nombre de stimuli, notamment de pression artérielle, des choses comme ça. Donc, on a des zones très très particulières au niveau du cerveau où il n'y a pas cette barrière hémato-encéphalique. Et donc, c'est des endroits où potentiellement on peut détecter une inflammation qui serait périphérique. Voilà, donc c'est le rôle de la barrière ou du dysfonctionnement de la barrière, le rôle des lymphocytes, c'est voilà, c'est en cours d'exploration, on va dire. Mais je ne peux pas vous en dire des choses très claires à l'heure actuelle. Alors, moi, je vais vous parler beaucoup. Alors, il y a des diapos un peu en anglais, un peu en français. J'espère que, j'imagine que ça ne pose pas de problème. En fait, moi, je vais beaucoup vous parler de dépression parce qu'à l'âge adulte, en fait, c'est les liens les plus forts qu'on a dans nos patients. C'est vraiment les liens entre inflammation et dépression à l'âge adulte. Alors justement, c'est quelque chose qu'on peut questionner parce que, notamment avec les modèles précliniques, on a cette idée que de l'inflammation peut être au cours du développement, même très très précoce, même peut-être in utero, ça va être quelque chose qui va pouvoir favoriser certaines maladies plus neurodéveloppementales au sens large. Hein. C'est-à-dire que là-dedans, je vais mettre des maladies comme la schizophrénie à début précoce ou comme, enfin voilà, des choses comme ça. Et peut-être que le stimuli inflammatoire va être plus précoce dans ces moments-là. Et par contre, on a l'impression qu'à l'âge adulte, quand on donne un stimulus inflammatoire, on va plutôt aller vers une dépression. Alors, voilà, tout dépend sur quoi on part, mais en fait, on peut vraiment déclencher des dépressions à l'âge adulte chez une personne lambda qui reçoit un stimulus inflammatoire. En fait. Et donc, c'est pour ça que je vais beaucoup vous parler de ça, mais après, voilà, la discussion est vraiment ouverte pour tout le reste. Donc, la dépression, le problème, c'est que, comme beaucoup de nos pathologies, moi, c'est mon approche, mais après, encore une fois, ça se discute, on ne connaît pas franchement la physiopathologie de ce dont on parle. Donc, on sait que la dépression, il y a plein d'hypothèses physiopathologiques. Alors oui, il y a la baisse des neurotransmetteurs monoaminergiques. Bon, ça date des années 50 et ça n'a pas encore permis de vraiment comprendre exactement ce qui se passe. On sait qu'il y a des prédispositions génétiques chez certains patients. On sait qu'il y a le rôle des événements traumatiques du début de vie. Et même plus tardif. On sait qu'il y a toute une littérature sur l'influence du microbiote, hein, voilà, mais ça pareil, on ne sait pas trop quoi en faire à l'heure actuelle. Et puis on a vu qu'en plus des monoamines, il y avait aussi d'autres transmissions qui étaient perturbées, la transmission glutamatergique, la transmission GABAergique. Et puis ça a fait aussi le lien, je vais vous l'expliquer après, sur le rôle effectivement de cette immunité innée et de l'inflammation dans la dépression. Alors, à l'âge adulte, voilà, quand on a un épisode dépressif, donc on pose sans problème notre diagnostic d'épisode dépressif par une association de symptômes, mais en fait, on sait très bien en tant que clinicien que ça recouvre des tableaux cliniques complètement différents. On peut avoir des patients qui ont voilà, un épisode dépressif authentique, mais qui ont vraiment des tableaux différents. Ici, ces deux patientes là, qui sont de part et d'autre de l'écran, ont un épisode dépressif. Elles n'ont aucun symptôme en commun. Mais pourtant, on peut poser le diagnostic d'épisode dépressif.
Par exemple, on peut même avoir des symptômes qui sont antinomiques. Hein. Certains patients vont avoir des troubles du sommeil avec des insomnies, des réveils précoces, etc. Des patients vont avoir une hypersomnie. Des patients vont être agités, d'autres vont être extrêmement ralentis, mutiques. Voilà. Donc, on a quand même des choses qui s'opposent, même dans le diagnostic de dépression. Et l'idée sous-jacente, c'est peut-être que ce n'est pas la même physiopathologie qui va aboutir à causer un épisode, à faire un épisode dépressif chez quelqu'un. Il y a peut-être une personne chez qui on peut imaginer qu'il y a de l'inflammation, peut-être, et d'autres chez qui il n'y en aurait pas, par exemple, et qu'il y aurait d'autres combinaisons de facteurs qui amèneraient à avoir un épisode dépressif. À l'heure actuelle, on peut, malheureusement, on n'a pas vraiment de... On a des pistes, des impressions cliniques, mais on ne peut pas dire formellement tel type de symptôme va être lié à telle physiopathologie dans la dépression et même un peu en général en psychiatrie. Alors, dans l'hypothèse inflammatoire des troubles dépressifs, ça a démarré il y a longtemps, c'est pour ça que je vous dis que l'immunopsychiatrie, on tourne un peu autour depuis longtemps. Donc, il y a des choses qui ont commencé par le côté des oncologues qui ont décrit, alors au niveau oncologique et puis aussi au niveau de certaines infections virales, le fait que les patients peuvent avoir un comportement de maladie, enfin ça se dit pas trop en français, mais le sickness behavior, où vous voyez bien l'état dans lequel vous êtes quand vous avez une grippe. Hein, on est ralenti, on n'a pas très envie d'interagir, on perd l'appétit, et bon, globalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et en fait, il y a toute une littérature de la fin des années 90 qui a beaucoup étudié ça, qui a montré que ce comportement était associé avec le fait d'avoir des cytokines pro-inflammatoires très présentes au niveau sanguin, et que ça pouvait même être vu comme une réponse adaptative au fait d'avoir une infection, et que ça puisse permettre en fait à l'organisme d'économiser ses ressources pour lutter contre l'infection. Et donc, ça a été vu comme vraiment un état motivationnel à part, médié par les cytokines. Et ensuite, en réfléchissant sur ce concept-là, quand cet état devenait trop prolongé ou disproportionné, on pouvait imaginer qu'il y avait un glissement du sickness behavior à une vraie dépression, mais une dépression qui serait dans un contexte inflammatoire, en fait. Et donc avec ce type de symptômes qui ferait partie donc, du tableau clinique. Alors après, pareil, au début des années 2000, il y a des choses qui sont vraiment à aller donner de l'eau au moulin. Ça a été le traitement des patients avec de l'hépatite C par interféron alpha, où là, c'est ça que je vous disais, c'est-à-dire que chez une personne adulte qui n'a aucun antécédent psychiatrique, si on lui donne de l'interféron alpha, vous avez la moitié des patients qui vont développer un épisode dépressif sévère. C'est-à-dire là, on a un suivi donc, sur 12 semaines avec des personnes qui vont avoir des scores de Hamilton à 24 au bout de 12 semaines, chez à peu près la moitié des patients, donc un vrai épisode dépressif déclenché chez des personnes sans antécédents. Donc c'est en ça que je vous dis, voilà, à l'âge adulte, vraiment, on a beaucoup de données pour dire, quand on fait une belle inflammation, on peut potentiellement déclencher un épisode dépressif. Alors, pas chez tout le monde, pareil, c'est la moitié des personnes, donc à nouveau, on n'a pas encore complètement compris l'histoire. Et maintenant, on a pas mal de données qui montrent que, alors, quand on mélange tous les patients avec dépression, parce que c'est probablement ça un petit peu le problème des études, on a bien une élévation d'un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires et par exemple aussi de la CRP, tout bêtement, chez les patients avec une dépression, quel que soit le tableau clinique. C'est-à-dire que c'est quand même suffisamment robuste pour que quand on prend toutes les études sur la dépression, on puisse faire ressortir ça. Il y a une élévation de l'inflammation dans la population des patients déprimés, quelle que soit la physiopathologie sous-jacente. Mais pour autant, alors voilà, là je vous montre que en fait, c'est bien sûr beaucoup plus simple de doser les choses au niveau sanguin, et c'est même encore plus simple de doser la CRP qu'aller doser l'IL6 ou je ne sais quoi. En fait, il y a une assez bonne corrélation. Là, c'est la CRP au niveau sanguin en abscisse et au niveau du liquide cérébrospinal en ordonnée. En fait, il y a une assez bonne corrélation entre la CRP centrale et la CRP périphérique. Et en fait, si on prend
Les patients sans inflammation de bas grade, en fait, on met, alors le cutoff, il peut être à 3, il peut être parfois à 1. En tout cas, on voit que chez les patients qui ont une CRP supérieure à 3 au niveau sanguin, on a très clairement au niveau du liquide cérébrospinal des cytokines pro-inflammatoires, là par exemple l'IL6 qui est très augmenté par rapport aux patients qui ont une CRP inférieure à 3. Donc c'est quand même un bon proxy en fait de regarder ne serait-ce que la CRP au niveau sanguin, en fait c'est une bonne donnée. Et alors, l'idée au niveau cérébral, c'est qu'on sait que les cytokines pro-inflammatoires vont activer un certain nombre d'enzymes, et notamment vont activer une enzyme qui s'appelle l'IDO, qui intervient dans le métabolisme du tryptophane. Alors le tryptophane, on s'y intéresse parce qu'il va pouvoir donner la sérotonine, donc qui nous intéresse forcément en contexte d'une réflexion sur la dépression. Mais quand on active l'IDO, le tryptophane va être dévié, enfin son métabolisme va être dévié pour non plus produire de la sérotonine, mais rentrer dans la voie des kynurénines. La flèche, ouais. Hop, la voie de la kynurénine qui, au final, va pouvoir donner ce qu'on appelle l'acide quinolynique. Et l'acide quinolynique, il est produit notamment par la microglie. C'est-à-dire que, voilà, quand il y a des cytokines pro-inflammatoires, elles vont activer cette enzyme et les microglies vont se mettre, à partir du tryptophane, à faire de l'acide quinolynique. Et ici, donc, vous avez une représentation là, de ce qui se passe au niveau cérébral. Donc, vous avez donc, un vaisseau sanguin, alors de l'inflammation qui vient du niveau périphérique alors, par divers moyens. Ici, vous avez une synapse glutamatergique avec des astrocytes qui protègent cette synapse. Ça, c'est un de leurs rôles dans le système nerveux central. Et puis, vous avez cette microglie qui va s'activer parce qu'elle a reçu des signaux pro-inflammatoires et elle va se mettre à faire de l'acide quinolynique, sauf que l'acide quinolynique, c'est un agoniste glutamatergique. Et donc, ça va perturber la transmission glutamatergique, et notamment, c'est un agonisme du récepteur NMDA, et le récepteur NMDA, c'est celui qu'on bloque avec la kétamine, donc on sent bien quand même que c'est quand même une très mauvaise chose d'aller activer ce récepteur-là via de l'acide quinolynique et donc via une inflammation. Donc, on est dans cette ambiance-là au niveau de ce qu'on a compris des mécanismes au niveau inflammatoire. Mais pour autant, à l'heure actuelle, ça n'a pas donné beaucoup de conséquences au niveau prise en charge des patients. C'est ça qui est un petit peu décevant avec tous ces mécanismes qui ont été décrits là, depuis plus de 20 ans, c'est qu'au final, il n'y a pas de guidelines internationaux qui disent il faut absolument doser la CRP chez nos patients, et puis en fonction de cette CRP, on va donner tel ou tel antidépresseur. Alors, il y a quand même quelques études aux États-Unis qui sont, par exemple, celle-ci, qui montrent que quand on a une CRP supérieure à 1, donc là, on est vraiment sur l'inflammation de bas grade, hein, du tout petit, les patients répondent moins bien aux ISRS. Alors, en fait, là, vous avez donc, des patients traités par ISRS, et là, des patients traités par ISRS et bupropion. Alors, le bupropion, nous, il n'a pas la MM en tant qu'antidépresseur en France, c'est un agoniste, enfin, il agit sur la transmission noradrénergique plutôt que sur la transmission sérotoninergique. On peut le prescrire hors AMM, mais il est très peu utilisé comme antidépresseur, bien sûr, en France, alors qu'il est très utilisé aux États-Unis. Et donc, on voit que chez les patients qui ont une CRP, une CRP basse, ici en vert, ils répondent relativement bien aux ISRS classiques, tandis que ceux qui ont une CRP supérieure à 1, ils répondent beaucoup moins bien, et en revanche, ils répondent beaucoup mieux si on associe ISRS et bupropion. Il y a aussi d'autres données comme ça qui montrent que si la CRP est supérieure à 1, il n'y a pas une très bonne réponse à l'escitalopram, mais par contre, alors ça c'est une autre étude américaine où on comparait avec de la nortriptyline qui fonctionne aussi mieux. En fait, ce que ça dit aussi, c'est que cette inflammation de bas grade, c'est un facteur de résistance chez nos patients, c'est-à-dire qu'on va leur donner des ISRS, puis ça ne va pas marcher, et puis on va aller vers d'autres traitements, alors que peut-être si on avait dosé notre CRP, on serait allé directement à des choses un peu plus noradrénergiques et on aurait peut-être épargné aux patients plusieurs semaines de symptômes dépressifs et de souffrance. Alors, par contre, quand on a cherché à mettre des traitements anti-inflammatoires, ça fonctionne pas trop. Enfin, voilà. Alors, ça a été essayé soit en monothérapie sans antidépresseur, soit en thérapie d'ajout par rapport à un antidépresseur. En fait, ça ne donne pas des choses très bonnes.
Et alors là, on peut vraiment se poser la question de, ça c'est des études où on prend des patients avec une dépression, voilà, un diagnostic de dépression quel qu'il soit, quel que soit le tableau, peut-être que ce n'est pas assez ciblé justement pour obtenir un bon résultat chez les patients, peut-être qu'il faut cibler un sous-groupe avec une inflammation, c'est pas, par exemple, stratifié selon CRP inférieur à 1 ou supérieur à 1, peut-être que ça donnerait des résultats différents si on prenait ce genre d'algorithme. En tout cas, ça ne fonctionne pas trop. Alors, donc la question, pour nous, la question centrale, c'est du coup de se dire à quel type de patient on va pouvoir proposer des traitements un peu différents. Quels sont les symptômes en fait, qui nous feraient dire chez ce patient-là, il y a de l'inflammation. Et en fait, comme je vous dis, ça fait des dizaines d'années qu'on se pose la question et ce n'est pas très, très évident. Alors oui, il y a cette idée que c'est plus des patients qui vont avoir cette sorte de sickness behavior, qui vont être un peu plus ralentis, un peu plus anédoniques, voilà, plus que la dépression agitée, ou alors des gens avec une douleur morale extrêmement intense, avec beaucoup de pleurs. Ce n'est pas forcément vers là où on a l'impression d'aller avec l'inflammation. Mais en fait, il y a besoin de plus pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là où on a fait cette démarche d'aller vers les maladies rares. Alors ça, je vais vous présenter des données qui avaient été faites par Raphaël Gaillard il y a plusieurs années, en collaboration avec Sophie Georgin-Lavial, qui est interniste maintenant à Thonon. Mais il s'était intéressé aux patients avec une mastocytose. Alors la mastocytose, c'est un peu particulier. C'est une maladie qui est hématologique, en fait, parce que les mastocytes sont des cellules qui... enfin voilà, c'est pris en charge au niveau, pas de la médecine interne, ça ne fait pas partie des maladies auto-inflammatoires, mais enfin voilà, c'est une maladie hématologique rare. Et donc, qui est liée à une mutation, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien une mutation génétique donc, dans un récepteur en fait, d'un facteur de croissance, hein, dans le récepteur KIT. Et en fait, on va avoir des cellules, des mastocytes qui vont être en nombre anormaux et avec un fonctionnement anormal et qui vont en fait dégranuler tout le temps. C'est des cellules donc, qui dégranulent plein de médiateurs tout le temps. Enfin, normalement, selon des stimuli, mais là, en fait, il dégranule de façon complètement anarchique. Et donc, la maladie va être diagnostiquée alors, par un certain nombre de signes cliniques, mais avant tout, on va avoir comme critère majeur le fait de trouver ces amas de mastocytes aux biopsies. On va regarder leur morphologie et bien sûr ensuite regarder au niveau génétique s'il y a une mutation dans ce gène KIT. Et donc, en fait, ces cellules, elles dégranulent plein de choses. C'est en ça que la mastocytose, c'est un peu un modèle qui est pas hyper propre, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont dégranuler de la sérotonine, de l'histamine, de la tryptase, voilà, plein d'interleukines. Enfin, ce sont vraiment des cellules qui crachent beaucoup de choses. On peut notamment doser la tryptase et l'histamine chez ces patients-là, ça peut donner des pistes. Et en fait, c'est des patients qui vont avoir beaucoup de symptômes qui sont de l'ordre de l'allergie, mais de l'allergie très très forte, avec des épisodes de choc presque de choc anaphylactique ou au moins des réactions anaphylactiques assez fortes, qui vont faire des flushs, qui vont avoir des symptômes digestifs, enfin voilà, plein de choses de cet ordre-là. Ils vont avoir de l'urticaire, ils vont avoir des douleurs articulaires. Alors là, on sent qu'on touche un peu à l'inflammation, parce que vous allez voir après que chez les patients inflammatoires, il y a toujours ces choses-là, les signes digestifs, articulaires, musculaires. Et en fait, ce qui avait marqué un petit peu les internistes, c'est que ces patients, quand même, il y avait quelque chose au niveau psychiatrique qu'ils n'arrivaient pas très très bien à déterminer, mais ils sentaient que ces patients, ils allaient souvent pas très bien, ils étaient un peu déprimés, bon voilà, ils se plaignaient beaucoup, donc ils ont adressé ces patients en psychiatrie, et en fait, chez les patients avec mastocytose, ils en ont vu 57 pour cette étude-là, il y en avait quand même presque 70% qui avaient des critères de dépression. Et ils avaient aussi des troubles cognitifs. En fait, c'est des gens qui ont des troubles de concentration, qui ont des troubles de planification, qui ont besoin de faire un effort très important pour planifier des choses un peu de la vie quotidienne. Et donc, ça les gêne beaucoup. Mais
mais voilà, ce n'est pas un trouble cognitif comme la maladie neurodégénérative. C'est des choses qui sont, pareil, assez peu considérées par nos collègues neurologues, ou si on leur fait passer des tests neuropsychologiques, ces patients, ils n'ont pas de troubles cognitifs majeurs. C'est des petites choses, mais c'est des choses très gênantes pour eux. Et bien sûr, ce n'est pas relié ni à leur âge, ni à leur niveau d'éducation. Enfin, tout ça, ça avait été vu. Et ce qui a été vu aussi chez ces patients avec mastocytose et des symptômes dépressifs, c'est qu'il y avait vraiment cette altération de cette voie métabolique dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une activation de cette enzyme l'IDO qui va faire de l'acétylcholine au lieu de faire de la sérotonine, et une baisse de la sérotonine. Et alors, pour vous donner un exemple de ce type de patient, parce qu'on en suit du coup pas mal dans le service, et souvent, c'est des patients, comme je vous ai dit, qui sont résistants au traitement. Là, je vais vous présenter un cas un peu extrême d'un patient, alors qu'il avait un très bon niveau, c'était quelqu'un qui était chirurgien, mais qui s'est retrouvé, donc il a eu un diagnostic de mastocytose assez tardif, ça peut être assez tard dans la vie, et il avait une dépression extrêmement sévère, alors qu'auparavant, donc à l'âge avant 50 ans, globalement, il n'y avait pas eu du tout d'épisode dépressif. Et là, il fait un épisode dépressif avec résistance à tout. C'est-à-dire que bien sûr, on lui donne des SSRI, enfin des ISRS, et ça ne fonctionne pas. Puis après, on change, on met de la venlafaxine, ça ne marche pas. On combine avec du lithium, ça ne marche pas. On essaye d'autres antidépresseurs, ça ne marche pas. On finit par le cismer, ça ne marche pas. Il était très, très irritable, etc. On essaie même de mettre de la clozapine, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Donc, il avait de l'anxiété, mais il était apathique, irritable, impulsif. Enfin, voilà, il était assez difficile même à gérer à l'hôpital. Et puis, il avait une altération de ses fonctions cognitives, alors que, comme je vous disais, c'était quelqu'un d'un très bon niveau, mais voilà, il avait vraiment des déficits de mémoire, un syndrome exécutif. Enfin voilà, il était extrêmement, bien sûr, malade. Et rien ne marchait chez nous. Donc, on a fini par faire une réunion avec nos collègues hématologues, avec le professeur Hermine à Necker, et pour essayer de lui dire que nous, on n'y arrivait pas du tout, qu'on avait un peu tout essayé. Et alors, sa maladie mastocytaire était, elle, contrôlée d'après les critères de médecine interne. Et on a proposé d'aller vers une augmentation du traitement de la mastocytose chez ce patient, parce qu'on n'y arrivait pas avec nos traitements. Et donc, on a instauré un inhibiteur de KIT, donc c'est la mutation qu'il y a dans la mastocytose, donc avec l'introduction de midostaurin. Et ce patient, en un mois, a été complètement en rémission. C'est quelque chose d'assez incroyable. Enfin, nous, on avait tout essayé, et en un mois, il n'était plus déprimé. Il avait récupéré au niveau cognitif, alors après, en quelques mois, ça a mis un petit peu plus longtemps, mais il a récupéré, et ce patient a repris son travail. Alors qu'on était dans l'idée que c'était impossible, il était dans un épisode incontrôlé de notre côté. Et donc, en essayant des thérapeutiques qui sont complètement autres que ce que l'on fait d'habitude, on a contrôlé les symptômes psychiatriques de ce patient. Donc, ça, c'est une très belle histoire, mais voilà, mais ça arrive quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien que chez ce patient-là, pour contrôler les symptômes dépressifs sévères qu'il avait, ce n'était pas nos armes thérapeutiques habituelles qui fonctionnaient, en fait, qui même ne fonctionnaient pas du tout chez lui. Et alors, au final, on a continué dans cette voie-là. Mais on est allé vers d'autres types de pathologies, alors toujours en collaboration avec Sophie Georgin-Lavial. On s'est dit qu'on allait s'intéresser à des maladies qui étaient purement auto-inflammatoires. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça, c'est-à-dire que déjà, ces patients aussi étaient gênés au niveau neuropsychiatrique, mais pareil, c'est pas très bien documenté. C'est un peu la même chose, ils sont un peu déprimés, ils sont très fatigables, ils ont des troubles de l'attention, etc. Mais vu qu'ils ont des maladies qui sont souvent extrêmement graves et contrôlés au niveau de la médecine interne, c'est des symptômes qui ne sont pas très explorés et même pas très écoutés. Et donc, les maladies auto-inflammatoires, c'est un groupe de maladies où là, par contre, on a vraiment une production pure de cytokines pro-inflammatoires. Voilà, ça va dépendre un petit peu de la maladie, il y en a plusieurs sortes, mais on n'a pas tout un mélange de choses avec la mastocytose, avec plein de médiateurs mélangés.
La plus connue, donc, c'est la fièvre méditerranéenne familiale et donc c'est une activation de l'inflammasome et l'inflammasome va permettre justement cette production aberrante de cytokines pro-inflammatoires. Une des plus connues, c'est l'IL-1 bêta là-dedans. Et il y en a d'autres maladies qui sont encore plus rares, dont les cryopyrinopathies et un certain nombre d'autres déficits. Et donc, c'est des patients qui vont avoir des épisodes de fièvre récurrentes. Alors ça commence généralement dès l'enfance, hein, voilà, des fièvres récurrentes, des douleurs articulaires, pas mal de manifestations digestives, mais c'est des poussées qui sont graves, hein, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont pouvoir détruire leurs articulations, se retrouver avec des prothèses à l'âge de 20 ans. Bon, voilà, c'est vraiment des maladies voilà, qui sont sévères et prises en charge dès l'enfance. Et alors, là, c'est le cas d'une autre patiente qui avait donc une cryopyrinopathie, donc une activation de base de l'inflammasome NLRP3, voilà, avec donc une production de cytokines pro-inflammatoires. Et en fait, dans l'enfance, ça donne parfois des choses assez graves. Donc, elle avait eu une péricardite dès l'âge de 14 mois et ils ont ce qu'on appelle des méningites aseptiques chroniques, c'est-à-dire qu'ils ont cette inflammation des méninges sans cause infectieuse. Du coup, c'est beaucoup exploré pour bien sûr éliminer les causes infectieuses, mais ça peut arriver jusqu'à une perte de l'audition. Enfin, voilà, donc des gens qui ont des surdités acquises par cette inflammation perpétuelle au niveau cérébral. Ils ont des uvéites, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, ça peut être vraiment, vraiment très grave. Et elle, le diagnostic a été posé au niveau génétique assez tardivement parce que c'est des maladies aussi qui n'étaient pas si connues que ça il y a 30 ans. Voilà, on n'avait pas encore mis en évidence les désordres génétiques. Et cette patiente, elle avait eu des traitements, donc, surtout qui ciblaient l'IL1, donc des antagonistes du récepteur de l'IL1 ou même de l'anti-IL1 IL1 bêta. Et ça avait permis vraiment de contrôler ces manifestations somatiques. Mais ce qui restait chez elle, c'est qu'il y avait quand même de la douleur chronique, alors qui était moins importante, mais qui était toujours un peu là. Il y avait beaucoup de fatigabilité. Voilà, c'était une jeune femme qui était très dynamique, qui avait envie de faire plein de choses, mais en fait, elle ne pouvait pas, quoi. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas le moteur, elle était fatigable, elle n'y arrivait pas. Et donc, on a regardé pareil, cette voie de la kynurénine, on a vu qu'elle avait un tryptophane qui était assez abaissé et une très forte activité IDO. Et à ce moment-là, on a décidé, je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi après, d'essayer de traiter par kétamine. Donc, ce qui peut aussi aller sur les douleurs chroniques. Enfin, voilà, c'est un petit peu aussi l'idée de faire une pierre deux coups. Et en fait, ça a vraiment modifié les choses. Ça a apporté une très grosse amélioration de sa qualité de vie. Elle a pu faire beaucoup plus de choses. Et au niveau de nos marqueurs, on va dire, de notre voie de kynurénine, ça s'était normalisé après 2 perfusions de kétamine. Et donc, ça a vraiment énormément soulagé cette patiente. Donc, je vous ai un petit peu dit les choses auparavant, mais nous, c'était une réflexion qu'on avait eue, en fait. Hein, on avait des modèles précliniques, donc des modèles animaux avec je travaille aussi à l'Institut Pasteur. On induisait chez des souris une symptomatologie anxio-dépressive par injection d'un stimulus inflammatoire. Et en fait, on voyait au niveau du tissu cérébral qu'il y avait de la microglie qui s'activait dans certaines zones cérébrales. Et en fait, on administrait de la kétamine à ces souris. Et ce qu'on voyait, alors, la kétamine rétablissait la morphologie de la microglie, mais surtout, avec la kétamine, là, le LPS, donc c'est notre stimulus inflammatoire, quand on mettait de la kétamine, là, en gris, notre acide quinolinique qui était augmenté quand on induisait ce phénotype anxio-dépressif chez les souris, était abaissé quand on mettait de la kétamine. Et donc, c'est ça un petit peu qui a drivé la proposition de kétamine chez cette patiente-là avec cryopyrinopathie. Et puis, nous, on l'a même étendu à des patients avec des dépressions donc, résistantes. Alors, bien sûr, la kétamine, c'est utilisé depuis les années 2000, etc. Mais nous, on allait voir effectivement ces ratios entre acide quinolinique et acide kynurénique. Alors, c'est un autre acteur de la voie. Et on a vu que chez les patients qui répondaient le mieux à la kétamine, c'était en fait ceux qui avaient de l'acide quinolinique augmenté en début de cure. Voilà. Donc,
ça donnait aussi des éléments pour dire que la kétamine, elle agissait dans ce contexte inflammatoire et un petit peu par les mécanismes que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vu que l'acide quinolénique, c'est un agoniste NMDA, que la kétamine bloque exactement cet endroit-là, ça va être possiblement plus actif quand il y a une inflammation de bas grade dans un contexte de dépression. Et alors donc, nous, c'est ça les projets actuels, en fait, c'est de continuer dans cette voie-là, de comprendre aussi au niveau préclinique. En fait, on a des modèles dans le laboratoire à Pasteur où on essaye de comprendre quels sont les réseaux neuronaux qui vont être activés par les cytokines inflammatoires. Et donc là, par exemple, c'est une thèse qui a été soutenue récemment où là, on n'injectait plus du LPS aux souris, on injecte directement de l'IL-1-bêta ou notre cytokine, mais il y avait plus de données sur l'IL-1-bêta. Et on regarde en fait quels sont les neurones qui vont être activés au niveau du cerveau. On voit que en fait, dans les zones où il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique, comme l'arrêt à post-tréma, en fait, il y a une détection directe de l'IL-1-bêta par des cellules au niveau de l'endothélium qui vont transmettre ça à des noyaux qui sont juste à côté, donc dans le complexe vagal. Et ça va activer un certain nombre de réseaux neuronaux jusqu'à activer en fait le noyau paraventriculaire qui contrôle le relargage de corticostérone. Voilà. Donc, en fait, on essaye de disséquer un petit peu ce qui se passe aussi au niveau neuronal, mais on n'est pas encore à la compréhension de, par exemple, est-ce que ça va impacter certains circuits sérotoninergiques, dopaminergiques, etc. On n'en est pas encore là, mais on essaye de comprendre ce qui se passe au niveau cérébral. Et donc ça, c'est le projet que je suis en train là de mettre en place. Je suis dans les demandes de financement, donc voilà. Et l'idée est de pouvoir caractériser 100 patients qui vont avoir donc une pathologie auto-inflammatoire. On va les voir une fois par an pendant 2 ans. Donc normalement, les caractériser 3 fois. Donc bien sûr, l'idée, c'est de les caractériser très bien au niveau clinique. Alors bien sûr, au niveau médecine interne pour leur pathologie somatique. Mais nous aussi, on va donc évaluer la symptomatologie dépressive, mais on va aussi évaluer des dimensions spécifiques, c'est-à-dire la fatigue, alors la douleur morale, douleur physique, la réactivité émotionnelle, la motivation, la cognition. Tout ça, on va l'évaluer de façon plus fine qu'avec une échelle de Hamilton ou une AMA-DRS. On va les caractériser au niveau biologique, donc faire tous les dosages de cytokines, alors en fait de CRP, comme je vous ai dit, c'est très très bien en fait, doser la voie de la kynurénine, et puis on va aussi, une équipe avec nous qui va analyser le microbiote, ça je n'ai pas le temps de vous en parler, mais bon, il y a des choses au niveau microbiotique chez ces patients, et on va les caractériser au niveau radiologique, donc par IRM, avec, il y a des séquences IRM qui permettent d'évaluer aussi par exemple la barrière hémato-encéphalique, qui vont permettre d'imager un petit peu une potentielle neuroinflammation, mais en fait, le gold standard, c'est de faire de la TEP au TSPO. Ça, on va pouvoir le faire, mais sur quelques patients, parce qu'en fait, la TEP au TSPO, c'est 2 500 € l'examen. Voilà, donc en fait, il faut avant tout trouver des financements pour pouvoir réussir à le faire. Mais ça peut permettre de dire, il y a de la neuroinflammation à tel endroit au niveau du cerveau. Alors, c'est pas hyper précis, ça reste de la TEP, mais bon, ça donne quand même des bonnes informations. Et en fait, il y a déjà des données sur la TEP au TSPO chez les patients déprimés, et c'est des données qui sont assez solides, en fait. C'est des données les plus solides chez les patients psychiatriques. Et donc, avec les modèles précliniques, l'idée est de pouvoir continuer nos évaluations, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quels sont les réseaux neuronaux qui sont impactés, et essayer de voir l'impact aussi des thérapeutiques qu'on pourrait donner, c'est-à-dire vraiment regarder l'effet de la kétamine, de la S-kétamine sur à la fois ces réseaux neuronaux perturbés et l'activation microgliale à différents endroits du cerveau. Voir aussi, donc, mettre des thérapeutiques qui pourraient modifier le microbiote, parce que comme je vous ai dit, en fait, le microbiote est altéré aussi chez ces patients-là. Voilà, donc ça c'est le gros projet en fait que je dois lancer d'ici quelques mois en espérant que j'ai des financements. Enfin, j'en ai des tout petits pour l'instant mais qui ne peuvent pas couvrir tout ça. Et voilà, donc en fait
c'est là où nous, on en est, voilà, de dire qu'il y a probablement différents types de troubles psychiatriques et de troubles dépressifs et que la neuroinflammation est au moins impliquée dans des sous-groupes de patients avec troubles dépressifs. Et donc que ces maladies rares, ça permet de faire des liens entre des symptômes particuliers et des mécanismes biologiques sous-jacents pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et éventuellement de définir des biomarqueurs qui pourraient nous permettre, qui seraient plus faciles à utiliser dans la pratique courante. Ça permet bien sûr de prendre en charge en fait, même ces patients avec pathologies rares. Et pour l'idée est aussi bien sûr de pouvoir étendre ces données à des patients souffrant de dépression sans contexte de maladie rare pour proposer des thérapeutiques qui soient plus ciblées, qui soient plus personnalisées. Donc là, je pense que j'ai assez parlé, mais juste pour vous dire que là, je vous ai parlé de la dépression, il y a d'autres troubles psychiatriques chez ces patients. Moi, j'ai reçu il y a très peu de temps une patiente, on l'a hospitalisée dans le service, qui avait une pathologie auto-inflammatoire rare, mais alors une rareté parmi les raretés. C'est une mutation sur le métabolisme des macrophages. Et cette patiente, elle a toujours décompensé. Alors, dans son enfance, il y avait... Alors, la famille n'est pas très informative, mais a priori, il n'y avait pas de dysfonctionnement majeur au niveau psychiatrique dans l'enfance. Et à partir de l'âge adulte, elle s'est mise à faire plutôt, elle, des épisodes maniaques avec symptômes psychotiques. Avec des CRP élevés. Alors, on n'a pas les documentations pour tous les épisodes, mais elle en a fait 3 épisodes maniaques délirants. Et en général, c'était en contexte inflammatoire, hein, avec des CRP qui étaient quand même augmentés. La dernière en date, là, en mars 2021, donc c'était une manie délirante avec une flambée de sa pathologie somatique, bien sûr, une polyarthrite associée, une CRP très élevée. C'était très impressionnant, elle avait une thrombocytose absolument majeure, on avait très très peur pour elle. On a fait une ponction lombaire où on a vu qu'il y avait vraiment des marqueurs inflammatoires. Alors pareil, on a des proxys dans la ponction lombaire pour essayer de voir s'il y a de l'inflammation, parce que la kynurénine, ça se dose pas très très rapidement, mais on peut doser la néoptérine un peu plus rapidement. Donc ça, c'était très augmenté. Et en fait, cette patiente, donc ça c'est sa courbe de CRP, et on a essayé tout d'abord de bloquer l'IL-1β, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est de mettre de l'infliximab, donc qui est un anti-TNF-alpha, associé à de la corticothérapie, où là, on a fait baisser sa CRP. On a mis en parallèle, nous, lithium-olanzapine. Et en fait, elle a repris ses études, elle va parfaitement bien à l'heure actuelle sous cette combinaison-là. Alors que c'était très 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 bruyant quand elle est arrivée, elle a été en secteur protégé, isolée, contenue, voilà, parce qu'elle avait des troubles du comportement où elle se mettait vraiment en danger, parce qu'elle était très, pas confuse, mais c'était dans un espèce de brouillard cognitif où elle faisait un petit peu n'importe quoi. Et donc là, elle va parfaitement bien. En fait, dans les patients comme ça avec maladie auto-inflammatoire, il m'arrive bien sûr d'avoir des patients avec une schizophrénie ou avec un trouble du spectre autistique, mais en fait j'en ai 1 ou 2, enfin voilà, et du coup c'est impossible pour moi de dire si il y a une augmentation de prévalence chez ces patients-là. En fait, là ça devient tellement peu de patients que en fait j'en vois, mais qui n'ont pas forcément des symptômes très atypiques. Du coup, voilà, je pense que c'était très différent du coup des patients que vous voyez. C'était là l'idée d'ouvrir un peu la discussion, parce que je ne sais pas ce que vous voyez comme type de patient avec ce type de pathologie, mais c'est peut-être des tableaux qui sont très très différents de ce qu'on voit. Voilà, donc j'ai fini. Voilà.